Le dernier Conseil des ministres s'est tenu hier mercredi et a donné lieu à des discussions sur la situation sécuritaire au Burkina et les biens d'actualité avec les derniers épisodes meurtriers. Journée internationale de la sage-femme hier 5 mai. Pour l'occasion, les agents de santé ont interpellé les autorités. Ils souhaitent être soutenus dans leur mission de prendre soin de la santé des citoyens. Et puis au Mali, le journaliste français Olivier Dubois a été enlevé. Lui-même a fait l'annonce dans une vidéo rendue publique. La France a confirmé sa disparition. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans ce 13h. Conseil des ministres, hier mercredi, 17 000 déplacés internes selon le gouvernement, l'une des tristes conséquences de la situation sécuritaire délicate au Burkina. Les ministres ont échangé sur ce point et celui de la communication a indiqué que des dispositions avaient été prises pour loger les déplacés et leur apporter les premiers secours. On a parlé avec Michael Toukré. Plus de 17 000, c'est le nombre de personnes déplacées internes suite aux dernières attaques terroristes dans les régions du nord, du Sahel et de l'est du Burkina Faso. C'est le bilan dressé par le ministre en charge de l'action humanitaire au Conseil des ministres de ce mercredi. Et selon les chiffres, la région du nord à elle seule concentre plus de la moitié de ces personnes qui ont tout abandonné pour sauver leur vie. Le Conseil donc a reçu le point suivant de ce département. Et au nord, les attaques terroristes ont provoqué un déplacement de 10 225 personnes. Au Sahel, de 3 252 personnes et à l'Est, 4 447 personnes. Dans ces personnes, il y a aussi autant d'hommes, de femmes que d'enfants. Donc ce sont essentiellement des ménages qui sont concernés par ces déplacements. Pour le ministre porte-parole du gouvernement, des dispositions ont été prises pour venir en aide aux personnes déplacées internes. Le gouvernement burkinabé invite les communautés à la solidarité à l'endroit de ces personnes dans ces moments assez difficiles. Les premiers appuis en termes de matériel et aliments ont été acheminés, se satisfait le porte-parole du gouvernement. Le gouvernement donc a noté avec satisfaction les mesures d'urgence prises par ce département et qui a consisté d'abord à accueillir et à loger ces personnes. Nous avons deux façons d'accueillir et de loger les personnes déplacées. D'une part, c'est de les mettre dans un site avec des abris, et d'autre part, c'est de retrouver des familles hôtes, puisqu'ils se déplacent dans une autre localité. C'est de faire en sorte que la solidarité, donc, dans la communauté dans laquelle ils sont reçus ou dans les communes où ils sont reçus, que des familles acceptent d'accueillir donc les personnes qui se déplacent. Ensuite, le gouvernement a été très satisfait de constater que les premiers appuis alimentaires et matériels aussi ont été assurés, parce que dans la démarche, habituellement, le gouvernement prédispose des stocks dans les magasins qu'on assure, qui sont dans les provinces, dans les régions. Et il vous souviendra aussi que le gouvernement avait autorisé le transport de 30 000 tonnes il y a quelques mois. Donc cela a permis de venir rapidement donc, en secours à ces personnes. À ce Conseil des ministres, le gouvernement a réaffirmé sa solidarité et présenté ses condoléances aux familles des victimes de ces actes terroristes et promet que ces actes ne resteront pas impunis tout en faisant de la protection des populations une de ses priorités. Et autre sujet évoqué lors de ce dernier Conseil des ministres, l'ouverture de consulats généraux, le bilan 2020 du programme des infrastructures socio-économiques et la construction de plus de 40 000 latrines familiales. Des décrets ont été adoptés. Le porte-parole du gouvernement en fait cas dans cet élément. Donc, il est au micro de Michael Toukré. Au titre du ministère des Affaires étrangères, de la coopération, de l'intégration africaine et de Burkinabé de l'extérieur, le Conseil des ministres a adopté 6 décrets, 3 décrets portant ouverture de consulats honoraires. Le premier décret donc porte ouverture d'un consulat honoraire à Bujumbura, c'est au Burundi. Le deuxième décret porte ouverture d'un consulat honoraire à Houston, c'est aux États-Unis. Et puis le troisième décret porte ouverture d'un consulat honoraire au New Jersey, et c'est aux États-Unis également. Les 3 autres décrets consécutifs à ces premiers portent nomination des consuls honoraires à ces postes. Au titre du ministère de l'économie, des finances et du développement, le Conseil des ministres a adopté 2 rapports. Le premier rapport est relatif au bilan 2020 de la mise en œuvre
du programme des infrastructures socio-économiques, communément appelé PRISE en abréviation. Au total, donc, ce programme a connu un taux d'exécution globale de plus de 95% et des dépenses de 11 milliards de francs CFA ont permis donc de réaliser l'ensemble de ces infrastructures. Et je dois rappeler que c'est sur le budget de l'État. Au titre du ministère de l'Eau et de l'Assainissement, le Conseil des ministres a adopté un rapport relatif à un appel d'offres accéléré pour la construction de 48 000 latrines familiales dans les régions de la boucle de Mouhoun, des cascades, des hauts bassins et du sud-ouest, au profit donc du programme d'approvisionnement en eau et en assainissement. Il s'agit donc de faire en sorte qu'à la fin de la réalisation des travaux, il soit disponible environ 48 000 latrines familiales au profit des populations de ces régions que je viens de citer. Et le Conseil des ministres a autorisé donc l'attribution des marchés à 55 entreprises ou groupements d'entreprises pour une valeur de 9 milliards de francs CFA. Et ces marchés sont donc financés pour une partie par la Banque mondiale et pour une autre partie par le budget de l'État. Journée internationale de la sage-femme hier 5 mai. Les acteurs du domaine interpellent sur la santé de la mère et de l'enfant. Ces personnes font en effet, expliquent les agents de santé, une lutte féroce et quotidienne pour être en bonne santé. Résoudre cette problématique devrait aussi passer par l'amélioration des conditions de travail des agents de santé. 90% des soins essentiels à la maman ou au nouveau-né sont faits par les sages-femmes, selon Mariam Nonguerman, la présidente de l'association burkinabé des sages-femmes et maïeuticiens. Pour la célébration de la Journée internationale de la femme, le thème retenu cette année par le Burkina Faso est « Regardez vous-même les statistiques, investissez dans les sages-femmes ». Un thème qui interpelle aussi bien les autorités que les agents de santé. Ça veut dire qu'il faut qu'on mette les sages-femmes soient plus nombreuses, plus compétentes et avec un matériel, des équipements adéquats pour répondre aux besoins de la population. Quand on dit d'investir dans les sages-femmes, il y a eu des pays où on a coupé complètement de faire les recrutements et on a vu dans ces pays le taux de mortalité maternelle s'est accru. Les sages-femmes sont les principaux prestataires de soins auprès des femmes et de leurs nouveau-nés au cours de la grossesse, du travail, de l'accouchement et de la période postpartum. Comme dans tous les domaines, les sages-femmes rencontrent des difficultés dans leur travail. Cette journée se veut donc une occasion de plaidoyer. Les sages-femmes du Burkina rencontrent les mêmes difficultés comme tout pour la profession sage-femme. Parce qu'il y a une petite incompréhension entre les sages-femmes et les usagers, surtout les femmes. C'est vrai que ce sont nos amis, quand elles accouchent, on est amis, mais vous savez qu'au moment de l'accouchement, il y a la douleur. Et quand il y a la douleur, il y a l'incompréhension. Et quand il y a l'incompréhension qui vient, il y a souvent des altercations. Les sages-femmes ne sont pas faites seulement pour ces prestations. Il y a les sages-femmes qui sont aussi dans l'administration. Elles sont bien dans les stratégies que dans la mise en œuvre et dans l'opérationnel. Accusées parfois de négligence lors des accouchements des femmes ou encore pendant la prise en charge de ces dernières dans les centres de santé publics, la présidente de l'association burkinabé des sages-femmes et maïeuticiens, Mariam Nonguerman, donne sa lecture. Les cas récriminés viennent et c'est comme je disais, comme tout corps de métier. Peut-être dans le privé, l'afflux n'est pas le même. Quand vous prenez le cas de Yaloudo, vous partez, vous avez à peu près 20 à 25 femmes avec qui vous devez surveiller. Donc il n'est pas très évident que vous ayez la même approche quand vous avez une femme par nuit. Quel est ce privé qui peut avoir 10 accouchements dans la nuit? Je pense que c'est dit souvent à la fatigue qui font que les enfants se comportent mal. Créée en 1973, l'association burkinabé des sages-femmes et maïeuticiens œuvre pour la promotion des sages-femmes et maïeuticiens. L'association annonce un congrès qui va se tenir les 27, 28 et 29 mai prochains pour davantage faire découvrir la profession de sage-femme et maïeuticien et soumettre des doléances pour une amélioration de leurs conditions de travail. Un reportage signé Ami Valiant et Marie Angot. Les ministres du Commerce et de la Recherche scientifique
Pour une action de solidarité dans la lutte contre le Covid-19, ils ont remis du matériel de travail à l'unité de production Pharma pour faciliter la production de la chloroquine et des cartons de chloroquine. C'est au ministère de la Santé. Image avec Nadine Zongo. Double remise de matériel technique et de chloroquine à l'IRSS, Institut de recherche en sciences de la santé, ce 5 mai 2021. La remise du matériel technique a été faite par le ministre en charge du commerce, Aruna Kabouré, au ministre en charge de la recherche scientifique et de l'innovation. Ce matériel technique est destiné à l'unité de production Pharma afin qu'elle améliore sa production en chloroquine et soutenir le ministère de la Santé dans son élan de prise en charge des patients. Le médicament, comme je le disais tout à l'heure, est parmi le peloton des produits de grande consommation que nous importons pour notre pays. Et c'est à la fois un sujet de sortie de devise, mais c'est aussi une opportunité pour nous, parce que ça montre clairement qu'il y a un besoin de consommation au plan national et qu'il faut se donner les moyens donc, de proposer cela aux populations. Avec la survenue de la Covid-19, comme l'a indiqué M. le ministre en charge donc, des enseignements, la décision a été prise en tout cas de regarder comment est-ce qu'il était possible de produire localement un certain nombre de médicaments, ou j'allais dire d'accélérer, d'autant plus que cela faisait partie donc, de l'ensemble donc, des stratégies, que ce soit au niveau du ministère donc, de la Recherche, pour traduire en actes concrets donc, les résultats de la recherche, mais aussi à notre niveau, à travers la stratégie nationale d'industrialisation, de proposer donc, des médicaments made in Burkina Faso. Donc c'est une rencontre heureuse qui a eu lieu, et à travers l'IRCP Pharma, l'initiative de renforcement du capital productif, des PME intervenant dans le domaine donc, de la production de médicaments et des équipements donc, de désinfection. Le CNRSC donc, a postulé et nous l'avons accompagné pour acquérir donc, ces équipements, comme ils l'ont dit, à hauteur donc, de 470 millions, comprenant donc, la réfection donc, des locaux, les consommables et bien entendu les machines. À cette cérémonie, le ministre de la Santé a été heureux bénéficiaire des productions de chloroquine de l'IRSS. Une remise faite par le ministre en charge de la recherche scientifique et de l'innovation, Alkassou Maïga. Nous avons reçu la production de l'IRSS, c'est-à-dire les médicaments. Des médicaments qui vont participer à l'offre de soins et à la qualité de l'offre de soins. Nous tenons à remercier l'ensemble des chercheurs de l'IRSS qui ont permis à ce que cette cérémonie soit ce soir et permettre au ministère de la Santé d'avoir une autre occasion et opportunité d'acquérir des produits de santé pour améliorer l'offre de soins dans nos établissements de santé. Nous remercions également les ministères de tutelle, le ministère du Commerce, le ministère de l'Enseignement, qui ont conjugué leurs efforts pour venir en aide au ministère de la Santé et nous permettre donc d'améliorer la santé de la population à travers la production de ces médicaments. Nous osons croire que cette production va augmenter non seulement en quantité, mais en gamme de médicaments qui répondent aux besoins des populations, qui répondent également aux besoins des praticiens au niveau des formations sanitaires. Bien avant cette cérémonie de remise, une visite guidée des locaux a été faite. Les ministres ont pu constater de visu le travail abattu au quotidien par les chercheurs de l'IRSS pour répondre aux besoins des populations dans le domaine de la santé, surtout dans ce contexte de crise sanitaire liée au coronavirus. Et le ministre en charge de l'éducation, lui, s'est rendu à l'Académie nationale des sciences, des arts et des lettres de Burkina. C'était mardi dernier. Il y a sollicité l'accompagnement de l'institution pour la réussite des prochaines assises nationales sur l'éducation. Cette sortie fait suite à bien d'autres engagées par le ministre dans le même cadre donc ces derniers jours. Fatima Tanikima. Informer les membres de l'Académie nationale des sciences, des arts et des lettres du Burkina Faso en salle BF de la tenue des assises nationales sur l'éducation. Solliciter leur engagement et recueillir des propositions sont entre autres raisons qui ont conduit le ministre de l'Éducation nationale au sein de l'Institut. Selon lui, il était impérieux de rencontrer les membres de l'ANSAL-BF compte tenu du rôle qu'ils jouent dans le système éducatif burkinabé. Notre souhait, c'est de recueillir des membres de l'Académie et donc de l'Académie des suggestions, des orientations, des propositions et des amendements sur nos TDR afin de nous permettre donc de mieux organiser ces assises-là pour le bien du peuple burkinabé et pour le développement de notre système éducatif. Et aussi et surtout
leur participation active. Une participation que l'ANSALBF compte bien honorer. Selon son président, l'académie qu'il dirige jouera pleinement son rôle lors de ces assises. Rôle qui consiste à aider le politique dans la prise de décisions idoines basées sur des connaissances scientifiques. En fonction des compétences dont l'académie dispose et en toute, impartialité, nous allons donner nos avis, nos conseils au ministre. Ça, c'est le rôle de l'académie. Donc, c'est un devoir pour nous de vraiment l'accompagner sur ce chantier. Mais avant, les collèges de l'Académie nationale des sciences, des arts et des lettres du Burkina Faso vont se réunir. Le but, prendre connaissance des thématiques qui seront abordées lors des assises nationales sur l'éducation afin de faire des propositions concrètes et participer activement aux débats qui se mèneront autour de cette activité. En marge de la Journée internationale de la liberté de la presse, le 3 mai dernier, le débat sur la convention collective des journalistes professionnels et assimilés revient sur la table. Qu'en est-il en réalité de l'application de cette convention en rapport avec les conditions de travail des journalistes au Burkina? Réponse avec Maxime Jeul-Bambara. Le débat revient à chaque commémoration du 3 mai, Journée mondiale de la liberté de presse, et toujours le constat reste le même. 12 ans après sa signature par les différents acteurs concernés, organisations professionnelles de journalistes, entreprises de presse et l'État, la convention collective des journalistes peine jusque-là à être appliquée. Et pourtant, son but est de revaloriser la rémunération des professionnels du métier et d'en organiser les carrières. Journalistes et organisations professionnelles des journalistes dénoncent une mauvaise foi des patrons des entreprises de presse, signataires de la convention, mais également un laxisme, sinon une indifférence de l'État sur la question. Il y a un manque de volonté au niveau des patrons. Parce que le contexte dans lequel même la convention a été signée, il y en a qui n'en voulaient même pas entendre parler. Je connais des patrons qui disaient qu'aucun organe de presse au Burkina Faso ne pourra appliquer cette convention-là. Il y a aussi l'État qui ne s'assume pas. Il y a à ce niveau-là une démission de l'État à ce niveau. Le débat semble déranger plus d'un. Conseil supérieur de la communication, journalistes et patrons de médias. Dans ce climat de suspicion et de méfiance, la principale raison invoquée par les responsables des médias reste le manque de ressources financières. Ça se résume aux moyens financiers que devrait dégager l'entreprise. Mais comme je vous le disais tantôt, si mauvaise foi il peut avoir, c'est possible, mais ça doit être mineur par rapport à... Je cause avec pas mal de patrons de presse qui sont effectivement désireux de pouvoir consentir un budget suffisant pour faire face aux différentes charges, pour prendre convenablement en charge leurs travailleurs, mais on connaît effectivement les limites du marché. Pour le directeur général de la télévision privée BF1, par ailleurs président de l'Union burkinabé des diffuseurs de services télévisuels, il incombe également à l'État de jouer sa partition pour accompagner les entreprises de presse et réfléchir à des mécanismes afin de rendre les médias viables et faire d'eux des véritables outils de promotion de la démocratie. Moi, j'aurais été très heureux si l'État décidait d'accompagner en disant que pour chaque journaliste employé, tout ce qu'il y a comme cotisation sociale et fiscale, comme taxe fiscale, l'État s'engagerait à prendre cela en charge dans le but de promouvoir la démocratie. En ce moment, les entreprises de presse que nous sommes, nous serons effectivement très à l'aise pour payer l'autre partie dévolue à l'artiste, aux travailleurs. Mais à quand la mise en application effective de cette convention? Nous continuons le plaidoyer, les échanges avec les patrons de presse. Vous savez que les patrons de presse sont très sensibles à cette question, mais ils invoquent toujours la problématique des moyens et de la survie des entreprises de presse. Il faut que nous développions encore davantage d'idées et d'initiatives pour qu'on voit avec l'accompagnement de l'État comment nous pouvons rendre cette convention collective effective. À quand finalement la mise en œuvre effective? Bon, là c'est un peu le serpent qui va se mordre la queue. C'est au niveau de BF1 ce qui se fait, mais au niveau des autres entreprises, franchement, je ne sais trop. Voilà. La BF1 c'est appliqué? En grande partie c'est impliqué. Comme je vous l'ai dit tantôt, en fonction des recettes que nous parvenons à capter sur le marché, on essaie plus ou moins de nous mettre en phase. Mais je peux dire, comme en grande partie, nous appliquons la convention collective. Selon les données de l'inspection du travail, il n'y a aucun média à l'heure actuelle là qui respecte à la lettre
la convention collective. Il y a d'autres qui tentent de le faire, mais ce n'est pas en intégralité. Comme eux-mêmes ils le disent, on ne vient pas dans les journalistes pour devenir riche. Nous-mêmes, on ne veut pas être riche, mais on veut vivre dignement de notre métier, de notre passion. Vous trouvez aussi qu'on appelle certains patrons même qui disent à leurs journalistes d'aller se faire payer sur le terrain. Mais ça, c'est grave. Ça veut dire que, alors que dans la convention collective, ça veut dire même qu'il y en a même qui n'ont même pas lu la convention collective. Parce que la convention collective dit que les journalistes refusent de se faire payer sur le terrain. Visiblement, ce n'est pas demain, la veille. Et ni le CSC, ni les entreprises de presse, encore moins les journalistes, ne peuvent trancher la question. Et comme pour se dédouaner, au niveau du CSC, l'on affirme poursuivre le plaidoyer auprès des patrons de presse. Un plaidoyer infructueux depuis le 6 janvier 2009, date de la signature de la convention. Les gens ont souvent peut-être résumé la question de la convention collective à la question du salaire ou à la question pécuniaire. Et la question des santé des journalistes. Combien de rédactions ont un système sanitaire pour les journalistes? L'autre avantage encore, c'est le fait de déclarer les journalistes à la caisse de sécurité sociale. Mais la majorité écrasante des journalistes ne sont pas déclarés. Ça veut dire que vous vivez une situation de précarité et vous préparez encore une vieillesse dans la précarité. Par respect aussi au métier, nous évitons de trop en parler parce que il y a un mythe. Quand on nous voit, tout le monde veut être journaliste, tout le monde veut être truc. Pourtant, il faut bien démystifier ce métier dont la noblesse cache mal son ingratitude au Burkina Faso. Pour les professionnels du domaine, la mise en application de cette convention collective des journalistes professionnels et assimilés pourrait contribuer à améliorer les conditions de vie et de travail des journalistes et surtout assainir ce milieu. La convention collective, c'est en quelque sorte un plan de carrière qui est là. Parce que ça vous dit, vous rentrez à tel niveau, comment vous pouvez évoluer dans votre carrière, ainsi de suite. Vous avez dans la convention collective 7 classes. Et dans chaque classe, il y a des catégories. Et la convention collective, pour chaque niveau de catégorie, il y a un salaire qui va avec en fonction du diplôme que vous avez. Et ça, quand même, c'est une base. Aujourd'hui, le métier là même est ouvert. N'importe quel patron vient, il met en place une petite structure, il ramasse qui il veut. Donc on ne tient pas aujourd'hui compte du diplôme du journaliste pour pouvoir le recruter. Et on veut même ceux qui sont moins diplômés pour pouvoir mieux les exploiter. Il y a combien d'entre nous combien sont passés par les écoles professionnelles pour se former. Donc il y a un problème là-bas. Donc le milieu a besoin réellement d'un véritable assainissement. La convention collective était notre repère à tous, patrons comme journalistes. Il n'y a pas de débat. En ce moment, lorsque vous venez pour être engagé dans un organe de presse, on fait sortir la convention collective, on vous dit, vous avez quel diplôme, et vous montrez qu'on appelle vos diplômes, et on vous engage en fonction du diplôme que vous avez présenté. Mais si vous venez ça même, c'est pas sérieux même de la part même, qu'on appelle d'un organe, quelqu'un qui vient, qui a du mal à justifier son diplôme, et vous l'engagez quand même. L'autre question que l'on peut bien se poser est celle de savoir si cette convention collective des journalistes professionnels et assimilés est toujours d'actualité. La question reste posée et tous sont unanimes qu'elle est déphasée, mais encore faut-il que l'actuelle version, qui propose plus ou moins des conditions souples, soit appliquée. Et puis je propose d'aller en Côte d'Ivoire pour parler de littérature. Dans ce pays, lire devient de plus que jamais donc impératif. Et pour certains Ivoiriens, il est essentiel de faire un nouveau appel à l'école traditionnelle pour stimuler le goût de la lecture et donc de l'écriture chez les plus jeunes. On en parle avec notre correspondant Yamba Cabré. Le livre, un cachot de trésors qui n'est pas caché, mais qui échappe à la vigilance des Africains, de plus en plus fuyards de la lecture et de l'écriture. En Côte d'Ivoire, pour y remédier face à la percée du numérique, certaines personnes préconisent le retour de la dictée à l'école et certaines actions de promotion de proximité, dont les bibliothèques mobiles. Il faut déjà décider au niveau de nos dirigeants de réinstaurer toutes les valeurs qui étaient au départ
qui étaient au départ instaurés dans l'école ivoirienne, comme la dictée, tout ce qui a été mis à côté, il faut aujourd'hui repartir à zéro et, si vous voulez, remettre un peu sur pied l'école traditionnelle. À partir de cet événement, nous allons travailler à la création de bibliothèques nationales. On va demander au pouvoir public de construire des bibliothèques nationales, des bibliothèques municipales également, des bibliothèques électroniques aussi, parce que les jeunes sont de plus en plus sur les réseaux sociaux. Il serait intéressant que le livre les trouve là où ils sont sur les réseaux sociaux. La journée du livre à Cocody a été l'occasion pour les amoureux de la plume de faire de pertinentes suggestions. Je demande à tout un chacun, à tous nos enfants aujourd'hui, et les grandes personnes qui peuvent les accompagner, de remettre tous nos enfants à la lecture, source de développement, source de comment on appelle ça, de connaissances, de voyage et de tout. Voilà. Elle a servi de cadre d'expression et d'exposition aux éditeurs, écrivains et experts de la diversité littéraire. Malgré le mal-être du milieu, nous on continue de travailler. Et des activités comme celle à laquelle on assiste en ce moment, ce sont des activités qui emmènent le lecteur à s'intéresser à la chose. Il faut beaucoup plus de politique autour du livre. Et moi, personnellement, j'ai initié une caravane chaque année où je vais vers les populations pour présenter le livre. À Abidjan, on accorde des conférences dans des établissements, on a des rendez-vous les week-ends dans les grandes surfaces pour présenter nos œuvres. Et tout ça, ce sont des actions que nous menons pour amener les populations à s'intéresser à la lecture. En Côte d'Ivoire, presque tout le monde fait 2 fautes d'orthographe ou de grammaire en écrit à la ligne, selon les observateurs. Et seul un éveil de conscience collectif pourrait soigner cette paresse intellectuelle et nous redonner le goût de la lecture et de l'écriture dans les règles de l'art à la Molière, et pas seulement. Nous éveiller notre esprit de recherche. Et puis un journaliste français pris en otage au Mali, Olivier Dubois. Il l'a annoncé lui-même dans une vidéo de 21 secondes dont la provenance est indéterminée. Il a été enlevé donc le 8 avril dernier à Gao par le groupe affilié à Al-Qaïda au Maghreb islamique. L'information a été confirmée par le ministère français des Affaires étrangères. Un journaliste français, Olivier Dubois, est retenu en otage au Mali. Il est apparu dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux dans laquelle il sollicite l'aide de la France pour pouvoir le libérer. Paris a confirmé sa disparition. Nous sommes en lien évidemment avec sa famille, avec ses proches. Nous effectuons et nos services effectuent actuellement les vérifications techniques d'usage sur la vidéo qui a été diffusée. Je ne dispose pas davantage d'informations à ce stade à vous communiquer. Dans la vidéo, Olivier Dubois indique avoir été kidnappé à Gao le 8 avril par le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans affilié à Al-Qaïda. La France n'avait plus d'otages au Mali depuis la libération en octobre dernier de l'humanitaire française Sophie Petronin après 4 années de captivité. Elle avait été relâchée avec 2 Italiens dont l'enlèvement n'avait jusqu'alors pas été rendu public. Le même mois, la Suisse avait été informée de l'exécution d'une missionnaire, Béatrice Stöckli, par le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, le GSIM, qui retient aujourd'hui Olivier Dubois. À ce jour, au moins 6 ressortissants occidentaux sont retenus en otage par les groupes djihadistes qui opèrent au Sahel, où l'armée française est déployée depuis 7 ans dans le cadre de l'opération Barkhane. L'objectif, soutenir les pays de la région, Mali, Burkina Faso, Niger, Mauritanie et Tchad, dans leur lutte contre le terrorisme. La France, qui dispose sur le terrain d'un contingent de 5100 soldats, est épaulée par une poignée d'hommes de la force européenne Takuba, dont Paris souhaite augmenter la capacité. Et voilà pour ce journal. Merci à vous d'être fidèles à nos programmes. Je vous retrouve demain à 13h. Portez-vous bien.